Au Sri Lanka, des milliers d'hectares de rizières sont désherbés comme au temps d'avant. Les paysans ont troqué leurs bidons de pesticides pour le labour des tracteurs. Les herbes les plus récalcitrantes sont arrachées à la force des bras. En 2015, le Sri Lanka est devenu le premier pays au monde à totalement interdire le glyphosate. Le premier à faire le pari de se passer de l'herbicide le plus utilisé au monde. Tout est parti d'une maladie mystérieuse dans le nord du pays. Une épidémie d'insuffisance rénale qui a déjà fait 25 000 morts et qui touche encore 73 000 personnes. À 48 ans, Nawaratne marche péniblement. Chaque mouvement est devenu une souffrance. Je suis très fatigué maintenant. Je ne peux plus travailler comme avant. J'ai du mal à respirer. J'ai mal partout. J'ai des douleurs dans les jambes, dans la poitrine, dans les mains. Depuis 30 ans, Nawaratne cultive le riz dans le nord du Sri Lanka. Selon lui, c'est en voulant venir à bout de ces mauvaises herbes qu'il serait tombé malade. Avant, c'est comme ça que je désherbais. Je mettais du glyphosate dans le bidon et je mélangeais avec de l'eau. Ensuite, je fermais comme ça. Et je mettais le bidon sur mes épaules. Le glyphosate, ce serait la cause de sa maladie. Pourtant, pour Nawaratne, c'était un produit miracle qu'il répandait 2 fois par an et dont il ne se méfiait pas. C'était très efficace quand on mettait le glyphosate. Le lendemain déjà, les herbes devenaient jaunes. Et en 2 jours, on arrivait à tout brûler. On n'avait pas de protection. Je n'avais pas de masque. Je portais juste une chemise, comme aujourd'hui. Pendant des années, Nawaratne buvait même l'eau de la rizière quand il était au champ, comme ses ancêtres ont toujours fait. Je ne rapportais jamais d'eau de la maison. Quand j'avais soif, je buvais l'eau d'ici, comme cela. Et c'était plein de glyphosate? Personne ne nous disait que ça pouvait être dangereux. Quand la maladie est apparue, les personnes gonflaient et puis elles mouraient. Ce n'est que plus tard qu'on a su que c'était la maladie des reins. L'insuffisance rénale est une maladie chronique qui existe partout dans le monde. Mais dans le nord du Sri Lanka, elle touche jusqu'à 20% de la population, 4 fois plus que dans le reste du pays. C'est dans le village de Sripura que la maladie des reins est apparue pour la première fois il y a 25 ans. Nawaratne a toujours vécu ici. Il a été diagnostiqué il y a 9 ans. Depuis, il ne pèse plus que 45 kilos. Toi, tu manges pas. Je ramène que 2 assiettes. Les reins servent à éliminer les toxines et l'eau dans le corps. Ceux de Nawaratne ne fonctionnent presque plus. Il doit suivre un régime spécial, un seul repas par jour et pas plus d'1 demi-litre d'eau. Si je mange 3 repas,
Je souffre encore plus pendant les 4 jours qui suivent. Et si je bois trop, j'ai du mal à respirer. Parfois, j'arrive à rester sans boire une seule goutte d'eau dans la journée. J'évite même ma tasse de thé. C'est maintenant sa femme qui s'occupe de tout. De la maison, des travaux dans les champs. Avant, j'avais le courage, la santé, l'argent. Maintenant, je regarde passer ma vie. Je ne sers plus à rien. Nawaratne est en phase terminale de la maladie. Sa vie est désormais rythmée par ses séjours à l'hôpital, où il se rend 2 fois par semaine. L'insuffisance rénale est devenue la première maladie chronique de la région. Ce centre de santé est débordé. Il ne parvient pas toujours à faire face à l'afflux de patients. Après des heures d'attente, Nawaratne peut enfin recevoir son traitement. Pendant 4h30, la dialyse va faire le travail que son rein ne peut plus faire. On prélève son sang par ce tuyau. Ça, c'est un rein artificiel qui purifie son sang. Par ce tuyau-là, on évacue l'eau et tous les déchets inutiles. Depuis l'ouverture du service de dialyse il y a 5 ans, plus d'1 tiers des patients sont morts de la maladie. Avec ses 9 ans de dialyse derrière lui, Nawaratne fait figure de vétéran. Quand la dialyse commence, petit à petit, je me sens soulagé parce que l'eau est évacuée de mon corps. Et au bout de 2 heures déjà, je redeviens normal. Mon visage commence à dégonfler. Sur les 73 000 personnes atteintes de la maladie, une grande majorité travaille ou vit dans les rizières. L'épidémie est longtemps restée un mystère jusqu'à ce qu'un homme décide de comprendre. Shana Jayasumana en a fait le combat de sa vie depuis 11 ans. Il est docteur à l'université de médecine de la région. Après des années de recherche, il affirme avoir trouvé le coupable, les pesticides, glyphosate en tête. Vous voyez la différence entre un rein normal et un rein malade. Le rein normal pèse environ 150 grammes et le rein malade 30 à 40 grammes. Au début de notre étude, on n'a pas tout de suite pensé aux pesticides. Mais on s'est vite rendu compte que les gens qui utilisaient le glyphosate avaient 5 fois plus de risques d'avoir la maladie. Alors on a cherché quel pouvait bien être le lien. Ce lien, le docteur Shana l'aurait trouvé en examinant l'eau de la région. Elle est en moyenne 5 fois plus riche en métaux lourds que dans le reste du pays. Or, ces métaux lourds ont la particularité de retenir le glyphosate pendant des années dans l'environnement. Le glyphosate épandu dans les rizières pénètre dans les sols, s'infiltre dans l'eau des nappes phréatiques, où il est retenu pendant des années. Et ensuite, nos paysans innocents utilisaient cette même eau pour boire ou pour préparer à manger. Donc de grandes quantités de glyphosate pénétraient dans leur corps et s'accumulaient dans leurs reins. Pendant 20 ans, des millions de litres de glyphosate auraient empoisonné les sols du Nord. Jusqu'au puits des habitants. Résultat, même des enfants, des jeunes tombent malades et des familles entières sont affectées.
comme celle de Yasso Manikié et Dupali Sarat. À 55 ans, ils sont tous deux atteints, ainsi que leur fils de 21 ans, qui ne peut plus sortir de la maison sans son masque. Sur les bras de Yasso Manikié, les traces de la dialyse de la veille. La famille vit à seulement 20 mètres des rizières. On sentait le glyphosate jusque dans la maison. C'était très fort. Il n'y avait pas que nous qui en mettions. Il y a plein de rizières tout autour. Même de loin, le vent a porté l'odeur. C'était insupportable. On savait très bien que ça venait des produits chimiques. Mais qu'est-ce qu'on pouvait faire? Yasso Manikié se méfiait de l'odeur, mais pas de l'eau que sa famille buvait. À l'époque, leur puits était juste à côté des champs. Aujourd'hui, elle va chercher au village des bidons d'eau filtrés par une ONG. Mais il est trop tard. Son fils, Sajid Poun, qui n'a jamais travaillé dans les rizières, a été diagnostiqué à l'âge de 18 ans, au stade final. Je n'avais aucun symptôme, rien. J'avais mal nulle part. J'avais pas de crampes. Mais un jour, j'ai perdu connaissance. J'ai été emmené à l'hôpital le matin et l'après-midi même, on m'a fait ma première dialyse. J'ai beaucoup pleuré ce jour-là. C'est les dialyses qui m'ont fait ça. Les piqûres. Sajid Poun vient de recevoir un nouveau rein. Il sait qu'il a eu de la chance. Les greffes sont très rares au Sri Lanka. Sans mon donneur, je serais mort. Ces années ont été très dures. J'aurais bien voulu avoir une vie normale, ne pas être enfermé dans la maison. J'aurais aimé pouvoir travailler. Selon la famille, le glyphosate a ruiné leur vie. Yasso Manikié et Dupali Sarat sont trop malades pour cultiver leurs rizières. Ils n'ont plus de revenus, à part les 75 € par mois de l'État qui suffisent juste à payer leurs frais médicaux. Avec son nouveau rein, Sajid Poun est guéri, mais il doit rester cloîtré à la maison encore quelques mois pour éviter les infections. Devant la crise sanitaire, le Sri Lanka applique le principe de précaution et interdit le glyphosate en 2015. Dans les rizières du Nord, le retour au labour se fait sans heurts. Les parcelles sont petites, faciles à désherber. Mais cela ne va pas être si simple partout dans le pays. L'interdiction se heurte à d'autres intérêts économiques. Pour Shana Jayasumana, c'est le début des problèmes. C'est son étude qui a motivé l'interdiction du glyphosate. Le scientifique devient alors la cible des critiques. On a reçu des menaces directes, des menaces de mort par téléphone ou par lettre, et aussi des menaces indirectes. Beaucoup d'articles ont été publiés dans les journaux pour saper, discréditer notre étude scientifique. On a été exclus du circuit des bourses et des prix universitaires. Selon lui, derrière ces menaces, il y aurait l'industrie agrochimique. C'est un crime contre l'humanité. Par son pouvoir politique et son pouvoir financier, l'industrie a cherché à cacher la réalité de la maladie. Des milliers de personnes au Sri Lanka, mais aussi en Amérique du Sud et en Afrique, meurent d'insuffisance rénale à cause d'un produit chimique fabriqué par le monde occidental.
Et l'interdiction du glyphosate à cause d'une épidémie dans le nord du pays va déclencher la colère du Sud. Loin des rizières de quelques hectares seulement, ici ce sont d'immenses exploitations qui s'étendent à perte de vue. Les plantations de thé. C'est le cœur économique du Sri Lanka, la deuxième exportation du pays, qui fait vivre 10% de la population. Dans ces champs, pas de maladie des reins. Les paysans ne boivent pas d'eau polluée. En revanche, sans glyphosate, l'industrie aurait perdu 20% de ses rendements. Herman produit du thé depuis plus de 50 ans et il n'a jamais vu ça. Il vend un produit haut de gamme, notamment à une grande marque française. Depuis l'interdiction du glyphosate, il a l'impression d'avoir perdu le contrôle de certaines parcelles de sa plantation. Regardez, vous voyez toutes les mauvaises herbes? Là, il y en a partout. Celle-là, c'est la pire. Dans cette herbe, il y a 1 million de petites graines qui s'envolent et qui peuvent se déposer partout dans le champ. Voilà ce qui se passe sans glyphosate. Il faudrait désherber à la main, mais on n'y arrive pas. Vous voyez bien qu'on n'y arrive pas. C'est trop de travail de faire ça sur toute la plantation? C'est pratiquement impossible. Arracher les herbes une par une, à la main. Pour le moment, il n'y a pas d'autre alternative au glyphosate. Herman a donc embauché des ouvriers, mais sur 40 hectares, c'est un travail laborieux, moins efficace et qui coûte plus cher. On a 5 ouvriers agricoles aujourd'hui. Ils vont devoir travailler 10 jours sur cette parcelle. C'est tellement plus cher. Si on utilisait du glyphosate, ça se ferait en un jour, ça nous coûterait 25 € pour un demi-hectare. Là, ça va nous coûter 250 €. 250 €? Mais c'est 10 fois plus cher. Oui. Comment Herman fait-il pour s'en sortir financièrement? Au détour d'un chemin, il finit par nous faire un aveu. Pour ne pas perdre trop d'argent, il n'hésite pas à violer la loi. Comment vous faites du coup sans glyphosate? Eh ben, on utilise du glyphosate. Pardon? On utilise du glyphosate. Mais comment c'est possible? Ils font rentrer le glyphosate illégalement dans le pays. Sur le marché noir. Et vous l'achetez? Oui. Bon, en fait, je ne sais pas si c'est du glyphosate ou quelque chose d'encore pire. Donc en fait, vous savez pas ce que c'est? En fait, on ne sait pas vraiment ce qu'on répand. Vous risquez quoi à acheter du glyphosate illégal? On prend un gros risque. Bien sûr, on essaie de ne pas se faire attraper. On achète à des sources fiables. Mais on peut avoir des problèmes. Peut-être pas la prison, mais on peut avoir une amende. Une grosse amende? Oui, une grosse amende. Vous savez combien? Je sais pas. Mais si on n'utilise pas de glyphosate, autant abandonner la plantation. C'est tout. Impossible de savoir si le cas d'Herman est isolé. Les contrôles sont rares. À Colombo, la capitale, la colère des plantations a fini par être entendue. Le gouvernement vient de lever l'interdiction du glyphosate, uniquement pour le thé et le caoutchouc. La mesure devrait être effective d'ici quelques mois. Roshan Rajadurai est porte-parole de l'association des planteurs de thé.
Il a fait du lobbying pendant 3 ans pour que l'interdiction soit levée. Son travail a payé, mais pour lui, les dégâts sont déjà trop lourds. L'interdiction vient d'être levée, donc vous avez gagné? Non, on n'a pas gagné. Même si le glyphosate revient un jour au Sri Lanka, c'est trop tard. Les herbes sont partout. On a de larges parcelles qui sont complètement recouvertes de mauvaises herbes. 5 à 10% de nos champs sont totalement abandonnés parce qu'on n'avait pas le choix. Sans glyphosate, on n'y arrivait pas. Nous, on a maintenant les coûts les plus hauts, la plus faible productivité. Nous sommes devenus non compétitifs. On s'est imposé un fardeau à nous-mêmes. Je pense qu'on va subir les conséquences de l'interdiction pendant très longtemps. Au moins 25 à 30 ans avant qu'on ne puisse s'en remettre. Le Sri Lanka a-t-il interdit le glyphosate trop rapidement, sans chercher d'alternative? Ou a-t-il appliqué un principe de précaution nécessaire devant une épidémie mystérieuse? Pour Shana Jayasumana, le Sri Lanka, libéré des pesticides, peut maintenant réinventer un modèle. Le scientifique a quitté son laboratoire du Nord pour les rues de la capitale, où il espère devenir conseiller du Premier ministre. Son combat est désormais politique et il dépasse les frontières de son pays. C'est vous, les Occidentaux, qui avez fabriqué ces produits chimiques. Vous êtes responsables. Vous devez prendre les bonnes décisions, sinon l'humanité est en danger. On a fait notre part. À vous de faire la vôtre. Son rêve, que son petit pays, au milieu de l'océan Indien, devienne un exemple pour le reste du monde.